Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur notre émission du jour. Il est présentement 18h30. Aujourd'hui, notre émission va être développée en 4 parties comme d'habitude, 3 invités et moi je vais vous parler d'un seul sujet. Pour commencer, notre premier invité sera Malik Béchard. Et Malik, quel sera ton sujet aujourd'hui? Fish and chip fait maison. Donc Malik va nous parler comment faire un fish and chip totalement maison. Ensuite, notre deuxième candidat sera Evan Fournier. Et toi Evan, quel sera ton sujet? Je vais vous parler d'un jeune influenceur qui a décidé de parcourir le toit du monde. Parfait, donc un jeune influenceur, donc c'est quand même très d'actualité. Ensuite, bonjour, Éloi Faujois-Perron. Et toi Éloi, que vas-tu nous parler? Je vais vous parler de l'itinérance au Québec. Parfait. Et pour finir, je vais vous parler de l'urbex car c'est quelque chose de vraiment d'actualité auprès de nos jeunes. Merci. Bonjour à toutes et à tous. On est en direction pour la rivière Saint-François pour aller voir ce que Malik est en train de pêcher pour son fish and chip. Le fish and chip est un plat emblématique de la cuisine britannique, très populaire au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Il consiste généralement en du poisson frit enrobé de pâte à frire et accompagné de frites épaisses. La première boutique de fish and chip a été ouverte à Londres en 1860 par Joseph Malin. Histoire et origine. L'origine du fish and chip a été introduite au Royaume-Uni au 19e siècle. Les Juifs safarades auraient apporté la tradition de frire le poisson, tandis que les frites ont des origines probablement belges ou françaises. Culture et popularité. Les fish and chip ont joué un rôle important durant les périodes de guerre, fournissant un repas copieux et peu coûteux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était l'un des rares aliments à ne pas être rationné en Grande-Bretagne. Nous venons de capturer un poisson. On se trouve à la cuisine. Voici la découpe du poisson pour préparer les filets. On passe à la découpe des patates. Nous allons mettre nos 5 patates découpées en frites dans la friteuse. Pendant les 20 minutes de cuisson, nous allons en profiter pour faire notre... Pour le découpage, nous devons le découper en fines tranches et ensuite le découper en cubes. Pour réaliser la panure, nous avons besoin d'un œuf, quelques pincées de fécule de maïs, une tasse de farine et une tasse d'eau froide. Nous sommes maintenant rendus à la panure. Nous devons le tremper dans l'œuf et après ça, le tremper dans l'eau et la farine. Pour bien ce faire, nous devons laisser le poisson s'imprégner de l'eau et la farine en le laissant mijoter quelques minutes. Après avoir trempé le poisson dans l'huile, nous devons l'enlever 2-3 minutes plus tard, pas plus. Pour ce faire, nous avons besoin d'une louche et de l'enlever délicatement. Bon, là on va faire une sauce tartare. Une sauce tartare, il faut la mayo, la rainotte et de la relish. Maintenant que le plat est servi, voici nos légumes, le fish and chip, la sauce tartare que nous venons de faire et les frites. Suite à cette dégustation de fish and chip, quelles sont vos impressions? J'ai trouvé le poisson très bon. Pour ma part, il était frais. Ça paraissait qu'il était pêché ce matin. La panure aussi, cuite à point. Très bon mix ensemble. Pour ma part, ça va être un 8.5 sur 10. Moi, j'ai trouvé que l'accompagnement était excellent. Les frites, ils étaient bien faites maison. Ça paraissait à cause de surtout les grandeurs, qui étaient toutes différentes. Ensuite, la cuisson était bonne. Avec ça, la petite sauce tartare était excellente, j'ai trouvé. Puis, je donnerais une note de 9 sur 10. Alors, chef Malik, comment est-ce que vous avez fait pour avoir une cuisson aussi parfaite du poisson et des frites? Pour avoir une cuisson parfaite, nous devons attendre que les patates remontent à la surface de l'huile, et pareil pour le poisson. Et merci au chef Malik de nous avoir présenté sa fameuse recette de fish and chip. Vous pouvez maintenant la reproduire à la maison avec les ingrédients qu'il vous a présentés. Après la pause, nous allons retrouver Cédric qui va nous parler de l'urbex au Québec. On vous en a passé une belle et nous rejoindre sur Belle. Maintenant, place à mon sujet. Je vais vous présenter l'urbex. Donc, si vous êtes fan d'aventure et de peur, cette passion est faite pour vous. L'urbex est une pratique qui consiste à visiter des lieux construits par l'homme qui sont inaccessibles ou abandonnés. L'urbex a été conçu par Jeff Campon en 1996. Celui-ci a créé un magazine dédié à sa passion. Lors de cette pratique, il y a 3 règles très importantes, dont ne rien prendre à part des photos, ne rien laisser à part des traces de pas et surtout ne rien tuer à part le temps.
L'urbex peut aussi avoir plusieurs avantages, comme ça peut aussi être une passion pour la photographie suite à tout ce qu'on a vu. Donc, il y aura une petite présentation des photos juste maintenant. Pour votre exploration, voici quelques conseils tels que porter des vêtements longs, des chaussures fermées, des gants, ayant en votre possession une lampe frontale ou une lampe torche, une trousse de premier secours, un couteau de poche, un sac à dos et surtout ne jamais partir seul et toujours prévenir des personnes avant d'arriver à destination. L'urbex-seur est soumis à plusieurs dangers lors de cette expédition. Par exemple, il peut être soumis à des gaz toxiques ou encore à de la bombe de composés. Par exemple, ici, on peut retrouver de la pierre qui est toute cassée ou encore de la vitre plus loin dans l'expédition. Donc ici, on peut voir plusieurs objets qui ont été lancés ou encore juste tombés à cause de la dégradation de l'immeuble. Il faut vraiment faire attention aussi parce qu'il peut y avoir des animaux qui restent dans l'immeuble ou encore des itinérants. Donc, lorsque vous faisiez vos explorations, prenez vraiment garde à ce genre de choses. Et aussi, les immeubles peuvent être en décomposition ou le bois peut être pourri. Donc, par exemple, vérifiez où est-ce que vous marchez avant d'effectuer votre pas. Et voilà, c'était tout pour mon sujet. Maintenant, on va rejoindre Evan qui va nous parler d'un jeune influenceur qui a de gros projets en tête. Et soyez à l'écoute parce qu'Evan va maintenant nous présenter son sujet. Pour ma part, je vais vous raconter l'histoire du jeune YouTuber Inoxtag. Ça fait maintenant 10 ans qu'il publie des vidéos sur YouTube. Il y a maintenant un an, le 24 février 2023, il nous a annoncé qu'il allait gravir le toit du monde. Je vous laisse donc un extrait de sa vidéo. Aujourd'hui, même si j'adore ma vie avec Internet, j'ai envie de faire quelque chose dont je me sens incapable. Je veux réaliser un défi qui peut paraître inconscient, mais dont je rêve depuis longtemps. Mais la réalité, c'est que pour avoir le droit de continuer de rêver, va falloir que je change tout mon quotidien. Le toit du monde. 8800 mètres à gravir. Un entraînement de toute une vie que je dois faire en un an. Que ça soit un échec ou une réussite, quoi qu'il arrive, rendez-vous en 2024, au pied du mont Everest. Inoxtag est une personne qui réalise des vidéos sur YouTube pour le divertissement, mais c'est une personne très ambitieuse et qui aime se lancer des défis. Il en a réalisé plusieurs tels que survivre sur une île pendant 7 jours, parcourir 300 km de vélo et parcourir la Corse en 5 jours, ce qui est tous des défis très durs à réaliser. Pour son entraînement, il a dû s'entraîner d'arrache-pied pendant un peu plus d'1 an. Il a commencé par marcher 8 heures avec une veste chargée de poids. Ensuite, il a commencé à gravir les montagnes, notamment le Mont Blanc, le CR20, qui sont tous de très grandes montagnes. Et il les a appris à les étudier, à faire ses nœuds, à prendre le matériel des alpinistes. Et il mentionne aussi qu'il s'est entraîné environ 300 jours sur 365 jours, ce qui est énorme. Pour son ascension, Inoxtag va être accompagné de Mathis, son guide, qui l'a accompagné depuis 1 an pour son entraînement, de 3 Sherpas et d'un cadreur. Après plusieurs mois de travail et d'entraînement, Inox est parti le 7 avril 2024 pour gravir ce monstre de plus de 8800 mètres. Plusieurs rumeurs circulent comme quoi ce mardi 21, il aurait réussi à atteindre le toit du monde et qu'il est maintenant sur le chemin du retour. Inox souhaite publier sa vidéo de son ascension sur sa propre chaîne. Il mentionne avoir décliné plusieurs offres à 6 chiffres de certaines plateformes telles que Netflix, car il veut que sa vidéo soit accessible pour tout le monde. Au travers de cette vidéo, il veut démontrer que nous pouvons tous réaliser nos rêves et accomplir nos objectifs. En cette date du mercredi 30 mai, nous savons que Inoxtag est rentré en France. Cependant, nous ignorons encore s'il a réussi à atteindre le toit du monde, mais il est revenu en santé. Et merci Evan pour toutes ces informations pertinentes. Après la pause, on va faire place à Éloi Vaugeois-Perron qui va nous parler des itinérants. Pour passer la meilleure nuit de sommeil possible, habillez-vous avec la couche Tena. Maintenant, place à Éloi qui va nous parler des itinérants au Québec. Donc, bonjour tout le monde, ici Éloi Vaugeois-Perron. Je vais aujourd'hui vous en apprendre plus sur l'itinérance au Québec et en même temps, je vais faire quelques interviews avec nos chers élèves du Triolet.
Au cours des dernières années, l'itinérance au Québec est devenue un réel fléau. Dans les 5 dernières années, l'itinérance a augmenté de 44%. Ceci est dû surtout à l'inflation qui augmente énormément le coût de la vie, mais les salaires qui ne suivent pas nécessairement. Et également à la crise des logements, qui fait que de plus en plus de personnes ont de la misère à se procurer des maisons ou seulement un habitat pour vivre, alors qu'ils sont poussés à habiter dans la rue. Malheureusement, il y a plusieurs autres raisons qui causent le taux d'itinérance au Québec à augmenter aussi rapidement. Et dans cela, il y a l'abus familial. Donc ça peut être une rupture, de l'abus, de la violence conjugale, etc. Plusieurs groupes font face à ces problèmes, mais les principaux d'entre eux sont les hommes célibataires, les jeunes, les femmes, les autochtones et les familles. Plusieurs problèmes sont apportés par cette augmentation d'itinérance dans notre société, mais un des plus importants est les transmissions de maladies qui se font beaucoup plus rapidement à cause de leur hygiène qui n'est vraiment pas adéquate. Une autre cause principale qui pousse beaucoup de personnes à se retrouver à la rue sont à cause de maladies mentales qui empêchent plusieurs personnes de pouvoir s'intégrer dans la société, ce qui fait qu'ils sont poussés à se retrouver à la rue. Nous allons maintenant aller interviewer nos chers élèves du Triolet. Bonjour tout le monde, nous sommes ici en présence de Ben Clich. Bonjour Ben Clich, nous avons pour toi quelques questions aujourd'hui. Es-tu prêt à répondre? Ouais. Parfait. Alors Ben, vous pensez qu'il y a combien d'itinérants en ce moment au Québec? 400. Très mauvaise réponse. C'était en fait 10 000 la réponse. Nous sommes ici en présence de Baby Jordan. Nous avons pour toi aujourd'hui quelques questions à te poser. Es-tu prêt à répondre? Parfait, yes. Je suis prêt. Alors Mervin, tu penses qu'en 5 années, le taux d'itinérance a augmenté de combien de pourcents au Québec? 7%. Très mauvaise réponse encore une fois. C'était 44% la réponse. Alors nous sommes maintenant avec notre dernier invité spécial, mais pas des moindres. Comment tu t'appelles? Raphaël Job. Parfait. Alors Raphaël, est-ce que tu penses que nous en faisons assez pour aider nos itinérants au Québec? Je suis pas trop sûr, tu sais. En même temps, on paye des dettes qui servent à leur donner de la nourriture et des organismes, mais ils restent tous au même coin de la rue dans Sherbrooke, c'est à Wellington, donc ça n'a pas l'air de vraiment aider, donc peut-être qu'on pourrait en faire un peu plus. Oui, très bonne réponse. Effectivement, nous envoyons beaucoup de denrées à tous nos itinérants et au monde dans le besoin. Plusieurs moyens sont mis en place pour venir en aide à tous nos itinérants. Par exemple, toutes les récoltes de denrées qui sont effectuées à Noël, des événements qui sont faits pour récolter des fonds, et également tous les dons qui sont donnés, par exemple, lorsque vous allez à l'épicerie. Comme vous pouvez le voir, nos élèves au Triolet ne sont pas nécessairement bien informés face à ce vrai problème, et ça m'a fait plaisir de leur en apprendre plus. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté notre documentaire. C'était Cédric, Malik, Evan, ainsi que Éloi, Bourgeois, Perron.